Bienvenue sur la troisième vidéo de la chaîne, l'ordre et la preuve. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des épreuves anticipées du baccalauréat pour l'épreuve de mathématiques au niveau première. Donc, en gros, on va traiter de l'épreuve en soi. Il n'y aura pas de différenciation faite entre les épreuves de spécialité, technologique ou enseignement scientifique. Ce qu'on va faire, c'est que la vidéo va être séparée en trois blocs. Premier bloc, c'est on va parler de l'épreuve, comment elle est arrangée, quelles sont les règles à connaître. Ensuite, on va faire un sujet, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à un sujet zéro qui a été mis à disposition sur le site de l'Éducation nationale. Et vous pourrez poser la vidéo, il y aura une correction faite par mes soins en parallèle, donc ça va vous donner un petit peu un premier goût de ce que va être l'épreuve pour cette année, puisque en fait c'est une première pour l'épreuve de mathématiques en première. Et puis ensuite, à la fin, je vais faire un petit rappel de toutes les connaissances qui étaient jugées, qui étaient évaluées, avec mon opinion personnelle sur cette épreuve, même si c'est un sujet zéro et que ça ne doit pas être complètement représentatif de ce à quoi on pourrait s'attendre au baccalauréat cette année en 2026. Donc c'est parti. Quelques rappels sur l'épreuve de mathématiques. Donc il faut savoir que quelle que soit la voie dans laquelle vous êtes, c'est noté sur 20 points, c'est coefficient 2. L'épreuve dure 2 heures, c'est sans calculatrice et en gros, il va y avoir deux blocs. Une première partie qui va être un QCM, donc apparemment ça sera sur 6 points. On ne sait pas si ça restera sur un format de 1 demi-point par question, donc au total il y aura probablement 12 questions. Mais bon, on verra que apparemment il y aura un QCM. Et ensuite, il y aura 2 à 3 exercices. Donc, il se laisse le choix entre un long exercice à tiroir avec un plus petit ou deux exercices de taille plus ou moins équivalente. Et ça sera sur 14 points. Le périmètre, officiellement, c'est seconde première. On verra qu'il y a aussi des connaissances de troisième qui ne sont pas forcément revues en seconde et en première. Donc, on va voir ça tout de suite. Et en gros, les résultats seront disponibles en juillet. Donc là, on a un graphique qui est proposé par le ministère de l'Éducation nationale, que j'ai trouvé à cette source, donc au Réussir au lycée. Les sujets zéro sont disponibles également sur cette adresse URL, donc je vous invite à la consulter. Je mettrai ça dans le lien dans la description. Donc ça vous permet de voir un peu la note qu'il va vous falloir en fonction du contrôle continu, des notes que vous avez eues cette année. Donc c'est parti, on va se lancer dans un sujet zéro d'enseignement de spécialité de maths. Pour ceux qui ont fait enseignement scientifique ou qui sont dans une voie technologique, eh ben, on fera les sujets qui sont prévus pour ces voies-là dans des prochaines vidéos. Donc c'est parti. Donc voici la première partie du QCM. Je vous invite à mettre en pause et puis je vais corriger en direct juste après. Donc c'est parti. Alors pour la question 1, bon, c'est franchement pas dur. Là pour le coup, ça reste quand même du niveau troisième. En gros, il faut savoir ici que l'inverse, effectivement, bah, il faut mettre en bas au dénominateur de la fraction. Donc 2 fois 5, avec ensuite on passe à 1 sur 10. Donc ça fait effectivement 10 puissance moins 1, hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ensuite, il faut, pour la question 2, injecter les valeurs, ou en tout cas les remplacer par des valeurs réelles qui sont données ici. Donc ici, c'est surtout du calcul fractionnaire, il n'y a pas de gros danger, c'est vraiment du niveau troisième. Ensuite, les évolutions en fonction des pourcentages et des coefficients. Donc effectivement, ici, on a une baisse donc 2,5%. Donc à savoir, hein, il faut toujours, si vous avez une augmentation, c'est 1 plus la variation. Et si c'est une baisse, on multiplie par 1 moins la baisse. Voilà, donc c'est assez facile à retenir. C'est toujours du niveau troisième. Alors ensuite, on a un prix. Donc là, on ne vous donne pas un prix standard. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait ce genre d'exercice, il faut un peu bricoler. C'est-à-dire que il faut mettre en équation une inconnue. Et donc, effectivement, hein, il y a une baisse de 10%. Donc pardon, une augmentation puis une baisse de 10%. Donc, il faut faire un petit calcul, mais ça se trouve assez rapidement. Ça, c'est encore un niveau troisième ou vraiment début seconde. Alors ensuite, la deuxième partie du QCM. Mettez sur pause, faites les questions, et puis ensuite, on corrige.
Allez, c'est parti. Donc ici, il s'agit d'un dé à 4 faces. Donc c'est un dé pipé, ou en tout cas c'est un dé avec probablement des propriétés tout à fait particulières, parce que chaque face en fait a sa propre probabilité, hein. Ça n'est pas un dé équiprobable, hein. C'est pas comme si on avait 0,25 chance, c'est-à-dire 25% de chance pour chaque face. Donc là, il suffit de mettre en équation, et on se rend bien compte qu'effectivement, c'est la réponse A, 2 sur 15. Ensuite, pour la question 6, là c'est pareil, c'est du calcul fractionnaire, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Bon, ça c'est vraiment du niveau 3e aussi. Pour les probas, c'est plus du niveau seconde sur la question précédente, mais on va continuer. Donc ensuite, après, là c'est pareil, c'est du niveau 3e seconde, c'est de la résolution d'équation du second degré. Là c'est une inéquation plus précisément. Donc les solutions se trouvent bien. Pour la question 8, ici, c'est de la lecture graphique. Là, c'est du niveau purement seconde. Donc ici, on se rend bien compte que c'est une droite, donc c'est une fonction affine. Donc la fonction affine, on sait qu'elle est de la forme ax plus b, et ensuite, il suffit de prendre 2 points. Donc on peut prendre le point qui coupe l'axe des abscisses donc en 3, 0, et en 0, 2, hein, aux deux endroits où ça coupe les abscisses et les ordonnées. Je vous laisse lire la correction, mais en gros, ça se fait assez bien. Donc passons maintenant à la troisième partie. Je vous invite encore une fois à poser la vidéo. On va corriger tout de suite. Donc là, ici, il s'agit de, en gros, calculer enfin, on va dire de mettre sous une différentes formes d'écriture les fonctions. Ici, oui, c'est un peu du bricolage, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas vraiment de niveau dédié. Ici, on pourrait s'imaginer en seconde ou en troisième. En l'occurrence, elles sont toutes affines, il suffit de bien séparer les coefficients ou de bien développer chaque partie, de calculer. Bon, ça se fait, il n'y a aucun piège, donc ça se fait plutôt bien. Bon. Alors, ensuite, ici à la question 10, il s'agit d'une analyse de parabole. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de l'année de la première surtout. En fait, il faut se souvenir qu'un polynôme du second degré, c'est une parabole. Et là, il faut se souvenir surtout, c'est que le petit a, hein, la forme d'un polynôme du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. Et quand le petit a est négatif, eh bien en fait, la parabole tire un sourire vers le bas. Enfin, c'est-à-dire qu'on va dire qu'elle est pas contente, quoi. Donc il y a bien un sommet. Et donc par déduction, on se rend bien compte que de toute façon, si je prends un point x est égal à 0, c'est-à-dire qu'un point avec un coordonnée x égale à 0, où se trouve mon y, forcément dans les positifs, donc ça ne peut que être moins x carré plus 10. Donc là, c'est début première avec les polynômes du second degré, et ici c'est de l'interprétation graphique. Pour la question 11, bon, là c'est pareil, hein, c'est de l'interprétation graphique. Il faut bien comprendre que là, les points, ils ont des abscisses et des ordonnées qui sont plus ou moins, soit positives, soit négatives. Et donc, si on fait le produit des deux, en l'occurrence, on va trouver quelque chose de plus ou moins positif. Et enfin, la question 12, là, il s'agit d'une moyenne pondérée. Donc, c'est des statistiques de niveau seconde. Ça se fait plutôt tranquillement. Si vous avez l'habitude de calculer euh, vos moyennes pour pouvoir essayer d'anticiper la note qu'il vous faut pour une épreuve prochaine, en général, vous êtes plutôt alerte ou en tout cas aguerri à ce genre de calcul. Ici, il y avait un petit sujet, on va dire, avec une inconnue, mais bon, ça se résout plutôt bien. C'est la mise en équation qui est ici, entre guillemets, le piège. Il faut connaître un peu sa formule. Voilà, parce qu'ici, c'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire avec des coefficients. Donc maintenant, on va passer au lourd, puisque c'est la partie exercice, c'est la partie à 14 points. Je vous invite à poser la vidéo, et puis on va faire la correction. Alors, ici, en gros, l'exercice, c'est surtout de la géométrie repérée, avec un peu de calcul vectoriel, assez typique du niveau première spécialité. La première partie est assez accessible, puisqu'en fait, on vous demande simplement de calculer les vecteurs à partir de coordonnées et d'en déduire un produit scalaire.
Donc à ce stade, il n'y a pas vraiment de difficulté technique, par contre, il faut bien connaître ces formules. La vraie difficulté, c'est avec la question 2, où là, en fait, on commence avec un point H et il faut comprendre que celui-ci est le projeté orthogonal de C sur la droite OI, et donc faire le lien, en fait, avec le produit scalaire et la notion de projection. Donc c'est ici qu'il y a beaucoup d'élèves qui bloquent, donc pas à cause des calculs, mais parce qu'ils n'identifient pas tout de suite la situation géométrique. Ensuite, pour la question 2b, on se rend compte que ici, il faut faire un calcul de distance, donc distance euclidienne. Donc, il suffit de faire la racine carrée de x au carré plus y au carré, etc. Donc, ça se fait plutôt bien, la distance euclidienne. Bon, on le voit, je crois, de souvenir déjà en seconde. Donc, le calcul se fait plutôt tranquillement. Et alors, la question 2c, après, bah, c'est de la déduction, en fait, hein. C'est-à-dire que le produit du vecteur OI-OC, ça fait donc OI fois OH. Et donc, en réutilisant la question d'avant, on sait que OI est égal à 5, et donc on retrouve parfaitement le calcul. Donc maintenant, on va passer à l'autre partie de l'exercice. Alors, la question 3, là, pour le coup, c'est vraiment du programme de première. En gros, on change légèrement de registre. On passe à des équations cartésiennes, et là encore, la difficulté, c'est pas vraiment le calcul, mais c'est le raisonnement. Donc là, il faut comprendre que la droite CH, en fait, est perpendiculaire à OI, et donc utiliser un vecteur normal pour écrire son équation. Donc vecteur normal, hein, je rappelle, c'est entre guillemets un vecteur qui est perpendiculaire. Donc il faut connaître sa formule. La fin d'exercice est plutôt mécanique, puisque là, il faut connaître son équation cartésienne de cercle, donc l'équation du cercle, pour vérifier en fait si un point appartient à la droite et au cercle. Donc la méthode est très classique, ça demande entre guillemets de la rigueur, parce qu'il faut connaître la formule et savoir comment l'utiliser, mais sinon en soi, il n'y a pas vraiment de piège. Donc l'exercice ici mélange plusieurs outils du programme, qui sont en soi n'amènent pas à des calculs compliqués, mais la difficulté, c'est effectivement d'enchaîner les bons calculs et de connaître les formules. Sinon, l'exercice est complètement infaisable. Donc pour la question 3a, de déterminer l'équation cartésienne, donc là pour le coup, c'est littéralement du cours, hein. Donc l'équation cartésienne, c'est toujours ax plus by plus c qui est égal à 0. Et ici, on nous fait injecter le vecteur normal. Voilà. Donc à la fin, on obtient la bonne équation de droite. Pour la question 3b, là, c'est l'application de la formule de l'équation cartésienne du cercle. Donc en gros, c'est les coordonnées du... Enfin, il faut injecter le point central, donc ici c'est 2, 2, à l'endroit où j'ai mis x, c, y, c, et puis c'est égal au rayon carré. Donc après, comme on a le rayon, le calcul se fait plutôt bien. Et ensuite, bah, il suffit simplement d'injecter le point M dans le calcul, dans l'équation de droite qu'on avait, et puis on fait pareil avec le cercle, et puis on trouve que effectivement ça appartient aux deux. Alors passons à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, alors celui-ci est entre guillemets plus simple puisqu'il traite des fonctions. Par contre, il y a un petit passage sur les suites qui n'est pas forcément évident. Donc on va regarder ça tout de suite. Mettez en pause la vidéo, faites l'exercice et je fais la correction tout de suite. Donc déjà, la clé ici, c'est de factoriser. Ça se fait plutôt bien, c'est plus ou moins évident. Une réponse que moi je propose, qui est peut-être pas la plus rigoureuse, mais qui est la plus scolaire et qui, à mon sens, est la plus sûre quand on n'aime pas trop les calculs compliqués ou les justifications littéraires. Euh, voilà, ça se fait plutôt bien. En gros, hein, on fait un tableau de signes avec, comme c'est un produit, ben, on fait chaque facteur et ensuite on arrive à la fonction. Alors ensuite, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'à la question 1b, en fait, il faut bien lire l'énoncé et bien comprendre que la fonction qu'on a avant, il y a un lien direct avec la suite qui nous est demandé de calculer. Alors là, il faut se rappeler d'une chose, c'est la, la formule du coefficient directeur qui est de souvenir normalement au programme de troisième, mais qui est en tout cas largement revu quand on est en seconde.
Donc, c'est bien YB moins YA divisé par XB moins XA. Et donc ici, en fait, il faut comprendre que pour AN, la suite, eh bien, effectivement, on a encore donné N. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et ensuite, du coup, comme on a une analyse de fonction, du coup, c'est G de N. Donc, c'est au lieu d'avoir X, G de X, on a N, G de N. Et donc, puisqu'on parle de suite, si on veut le terme d'après, c'est-à-dire le point d'après sur la fonction, et bah, du coup, il suffit simplement de reprendre exactement la même chose, mais c'est AN plus 1. Donc, c'est la relation de récurrence. Donc, c'est le terme d'après. Donc, au lieu d'avoir N, on a N plus 1 en abscisse. Et puis ensuite, en ordonnée, on a Gn plus 1. Quand on a ça, on applique la formule du coefficient directeur. Donc, il suffit juste d'injecter, enfin de remplacer, on va dire. Et donc, on trouve bien l'égalité qui est demandée d'être vérifiée. À la question 1C, quelle est la nature de la suite? Donc là, direct, ça c'est question de cours, c'est critère d'Alembert. Et donc on fait effectivement UN plus 1 moins UN. Et donc là, on fait AN plus 1 moins AN. Et donc on trouve bien que c'est une suite arithmétique de raison 2. Voilà. Donc là, je dirais que la difficulté réside vraiment dans la capacité aux élèves à bien identifier ce qui est demandé à la question 1B et surtout de ne pas se décontenancer. Parce que comme c'est en plus un exercice à tiroir, vous avez vu que si vous n'arrivez pas à la question 1B, ça peut être compliqué d'arriver à la question 1C. C'est souvent ça le problème avec les exercices à tiroir. Alors maintenant, question 2A. Bon, bah, assez facilement, on nous demande de vérifier g de x sur x qui est égal à f de x. Bon, ça se fait sans trop de problèmes, hein. Là, c'est vraiment un calcul tout simple. Alors ensuite, moi, j'ai choisi de répondre à la question 2b avec un tableau de signes. Bon, ça se fait bien. Alors, j'ai peut-être un petit peu, il a peut-être un petit peu dépassé là mon tableau, mais globalement, ça se fait plutôt tranquillement. Voilà, ça suffit. Une petite phrase de conclusion que j'ai pas mis, mais ce serait bien aussi, hein, pour pouvoir bien répondre, ok, à quel endroit se trouve la courbe par rapport à l'abscisse. Bon, là, en gros, ce qu'il fallait dire, c'est que entre 1 et 4, elle est en dessous des abscisses, et sinon, elle est au-dessus. Voilà. Alors, la question 2C ensuite. Là, il s'agissait de dérivées. Donc, c'est un calcul qui se fait plutôt bien. C'est pas du par cœur, mais il faut connaître ces formulaires de dérivées. Et en gros, après, il faut penser à, comment dire, à factoriser. Voilà, pour retrouver la forme qui est demandé de trouver. Bon, là, c'est un peu d'identification, mais sinon, ça se fait plutôt bien. Et ensuite, la question 2D. Donc là, on nous demande de faire un tableau de variation. Bah, c'est facile, on nous a demandé avant de calculer la dérivée. Donc on fait l'étude de signe de la dérivée qui va ensuite nous donner les variations. On calcule évidemment les valeurs pour x égale à 0,5, c'est quoi le y? Donc c'est 3,5. Pour x égale à 2 et pour x égale à 8. Voilà. Et puis on trouve les valeurs correspondantes. Donc là, encore une fois, pas de piège dans cet exercice. En tout cas, dans cette partie d'exercice, il n'y a pas de piège. Juste un peu d'identification. Et ensuite, la question 2. Alors, j'ai fait ma propre solution sur Jupyter Notebook. On n'attend pas autant de détails, mais par contre, ici, c'est bien de montrer un petit peu, alors là, je l'ai mis en couleur, de montrer effectivement où se trouve la courbe par rapport aux abscisses. Donc, ça peut mettre un petit peu de couleur si vous avez un stylo rouge, ça peut vous faire gagner des points. Et globalement, en gros, la courbe, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est la fin de l'épreuve. Là, on l'a fait de manière assez rapide. Il faut savoir que c'est un sujet zéro. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer quelles étaient les connaissances à mobiliser. Donc pour vous aider à réviser, comme ça va tout de suite vous dire, ben voilà, il y a peut-être des formules, j'ai trouvé cet exercice un peu dur, je ne me rappelais plus trop comment on fait. Là, je vous fais le recap, c'est-à-dire tout ce qu'il faut savoir, et puis je vais vous dire en gros quelle était la difficulté, avec mon opinion personnelle. Donc en gros, il y avait 4 blocs. Moi, j'ai choisi de les diviser comme ça. En gros, au début, il y a le QCM, donc il y a les automatismes et les calculs. Donc inverse, évolution en pourcentage, moyenne pondérée et probabilité.
Ça, c'est vraiment du niveau seconde. Hein, normalement, c'est troisième seconde. La difficulté, pour moi, elle est faible. Je trouve que ici, en tout cas, il y a vraiment une volonté, en tout cas sur ce sujet-là, il y a une volonté de faire gagner des points aux élèves. Il y avait peut-être une question ou deux qui, on va dire, on a vraiment traité du cours, mais sinon, il y avait pas vraiment de piège. Il faut juste s'entraîner un peu à faire de la lecture graphique, mais sinon, c'est plutôt décent. Ensuite, pour la partie fonction, équation et lecture graphique, bon, bah, fonction affine, hein. Fonction affine, oui, c'est du niveau troisième seconde. La formule du coefficient directeur, c'est pareil, c'est du même niveau. La parabole, c'est du niveau première, mais c'est vraiment quelque chose qu'on apprend tout de suite avec les polynômes du second degré, parce qu'on vous dit à quoi ça ressemble. Déjà, les fonctions de référence, normalement, c'est déjà vu en seconde. Et le coefficient directeur, à l'ordonnée à l'origine, normalement, on vous explique déjà ce que c'est, ou en tout cas comment les lire. Donc il n'y avait pas de piège. Puis ensuite, bon, bah, il y avait un polynôme du second degré à résoudre. C'est vraiment c'est du niveau seconde avec une question ou deux du niveau première. C'est en soi assez facile. Euh, Ensuite, là pour le coup, après on passe à une difficulté qui est moyenne, c'est la géométrie vectorielle. En général, les élèves, ils n'aiment pas trop ça, hein, les espaces vectoriels et puis après la géométrie repérée. Il y a quelques formules en fait à savoir, pas vraiment à savoir par cœur, mais en fait à faire au travers de plusieurs exercices pour que ça devienne un automatisme. Donc, il y a quand même quelques notions, c'est que calculer un vecteur par des points de coordonnées, normalement, c'est quelque chose qui est acquis depuis normalement la troisième. Les distances, enfin les normes, donc des distances euclidiennes, ça c'est pareil, normalement c'est au moins du niveau seconde, peut-être même troisième. Et puis ensuite, produit scalaire et projection, ça c'est plus du niveau de cette année, en tout cas de niveau première. La difficulté, bon j'ai mis moyenne, mais j'hésitais entre faible et moyenne. C'est-à-dire que là, en fait, c'est surtout de l'identification, c'est bien comprendre le schéma géométrique, deviner que effectivement il y a des projetés orthogonaux, qu'il faut utiliser un vecteur normal, et c'est comme ça après qu'on peut, entre guillemets, jouer avec les équations paramétriques, les équations de droite, pardon. Donc ici, ça m'amène à la géométrie repérée qui, là, pour le coup, est vraiment juste du programme de première. Il faut se rappeler qu'une équation de droite et une équation de cercle, eh ben, c'est ça, hein, ax plus by plus c égale à 0. Donc pour ceux qui ont fait l'impasse, déjà, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas les faire l'exercice. L'équation de cercle, c'est pareil, il faut savoir l'utiliser. En général, si on a appris l'équation de droite, on a aussi appris l'équation de cercle, parce que ça va de pair. Et ensuite, il faut savoir les utiliser en remplaçant. Donc en soi, la difficulté est moyenne, non pas qu'elle soit hautement intellectuelle, mais c'est de l'interprétation et c'est surtout de connaître ces formules. Après, les calculs, en général, se font plutôt bien, c'est assez fluide. Donc globalement, ma réflexion, my two cents comme on dit en anglais, euh, selon moi, c'est un sujet qui est déjà un sujet zéro, c'est-à-dire qu'il se veut de donner un premier goût de ce que sera potentiellement les épreuves anticipées du baccalauréat au niveau premier en mathématiques pour les spécialités maths. Je ne pense pas que ça sera vraiment comme ça au bac. C'est-à-dire que selon moi, ce sujet, il a beaucoup traité de la géométrie, c'est-à-dire par les vecteurs, mais aussi par les équations de droite, les équations de cercle. Il y a eu un peu de fonctions, on a légèrement touché les suites, mais il y a plein d'autres chapitres qui ont été à peine frôlés, quoi. C'est-à-dire que par exemple, bah, les suites, il y a juste peut-être une question ou deux. Il y a une question sur une dérivée. Pourtant, la dérivée, c'est un chapitre nouveau de cette année. Les probabilités sont à peine mentionnées, alors qu'en première, on voit normalement les premières grosses formules de probabilité avec les probabilités conditionnelles, la formule de Bayes, etc. Je pense que en fait, ils ont fait ce sujet zéro pour essayer de montrer la profondeur, c'est-à-dire jusqu'où ils peuvent aller en utilisation de formules, interprétation graphique, mais aussi le sens, l'esprit critique qu'il faut avoir vis-à-vis de certaines questions. C'est-à-dire de se dire, voilà, euh, est-ce que l'élève ici, il va intuiter dans le schéma géométrique que, bon, il faut prendre le vecteur normal. Par contre, de manière moins verticale mais plus horizontale, je trouve que le sujet ne traite pas vraiment
de manière éclectique les chapitres. Donc la question à se poser, c'est est-ce que on aura ça cette année, en 2026, en sujet? J'ai des doutes. Si c'est le cas, je dirais qu'il y a à la fois du bon et du mauvais, c'est-à-dire que comme c'est un périmètre assez réduit, parce que là, en gros, il y a 3 chapitres qui sont traités, allez, peut-être 4 chapitres, sur l'intégralité de l'année, je trouve que c'est dommage, puisque est-ce que c'est vraiment révélateur d'un niveau de maths en général d'un étudiant, par exemple, qui aurait fait, qui serait pas très bon en géométrie, bah, du coup, sur toute la partie analyse, bah, il est quand même assez peiné, sauf s'il se débrouille bien sur la partie avec les fonctions. Mais moi, je trouve que c'est un périmètre qui est assez restreint. Il n'y a pas les probabilités, il y a très peu de stats, puisqu'en fait, il y avait juste la moyenne pondérée. Ensuite, oui, effectivement, il y a beaucoup de géométrie, donc espace vectoriel, géométrie repérée. Euh, il y a un peu d'analyse avec les fonctions. Et puis, oui, après, il y a un peu d'automatisme, très peu de dérivés, pas beaucoup de suites. On n'a pas parlé dans ce sujet des exponentielles. Voilà. Je pense que si ça devait sortir, ça serait à la fois bien vu pour ceux qui adorent la géométrie et un peu l'analyse, mais ça aurait été très méchant pour ceux qui s'attendaient à quelque chose de plus horizontal, plus éclectique. Voilà. Donc, je pense que, selon moi, ça c'est mon opinion, il n'y aura pas ce type de sujet. Par contre, cette épreuve-là, ce sujet zéro est intéressant parce qu'il permet en fait de voir un peu la profondeur jusqu'où ils peuvent aller. Et donc effectivement, pour la géométrie, ici, on se rend compte, bah, ça permet de faire une petite piqûre de rappel, qu'il y a pas mal de formules à savoir, en tout cas à savoir utiliser, surtout dans des exercices à tiroir, parce qu'ils adorent ça. Euh, donc c'est quand même un exercice qui est intéressant. Je me permets de conclure en disant que si vous avez eu, par exemple, on va dire, une bonne écriture, c'est que vous avez réussi tous les exercices à ce sujet, ça ne vous prémunit pas contre une mauvaise note au bac. Donc, moi, je vous invite à faire au moins une dizaine de sujets. Vous pouvez vous entraîner sur plein de chaînes YouTube ou sur des sites qui proposent des exercices corrigés. Et ça, il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont gratuites. Selon moi, pour être prêt cette année, il faut faire une dizaine de sujets comme ça. Donc ça représente, oui, à peu près entre une vingtaine et une trentaine d'heures maximum. Voilà. Donc si vous y prenez à peu près 6 semaines, 8 semaines en amont de l'examen, ça se fait bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'y ai mis du cœur. Euh, j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse donner des informations, qui puisse vous mettre en condition, mais aussi à la fin, qui puisse vous aider à réviser. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, poser vos questions ou lâcher des commentaires dans l'espace dédié en dessous de la vidéo. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions et vive les mathématiques!